On est en train de se préparer, évidemment, sur le plateau avant notre prochain débat. L'immédiateté a-t-elle remplacé l'histoire? C'est dans quelques instants, bien sûr. Et juste après, vous serez avec nous pour le rendez-vous de cette rentrée économique et donc politique. Le premier grand débat avec 7 candidats déclarés à l'élection présidentielle en 2027. Ils sont à la REF et nulle part ailleurs, invités par le MEDEF. Et vous serez au rendez-vous, je n'en doute pas, pour les recevoir, les écouter. Et des entrepreneurs seront là en votre nom pour les interpeller et leur poser les questions que vous aimeriez tous certainement leur poser. On va les accueillir dans un instant. On va vous laisser vous installer pour ne pas perturber les prochains débats, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le cours Philippe Chatrier. Merci de prendre place. Eh bien, on va accueillir tout de suite Emmanuel Kessler, s'il vous plaît, et à son micro. Merci d'accueillir vos invités, Yael Braun-Pivet, Gérald Bronner, Gabriel Alperd, Alexandre Mars et Sybille Veil. Ils sont vos invités, applaudissez-les. Madame Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, Gérald Bronner, sociologue, Gabriel Alperd, philosophe, Alexandre Mars, président fondateur d'EPIC, et Sybille Veil, la directrice générale de Radio France. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. On est ravis de vous accueillir à la REF. Mesdames et messieurs, cher Alexandre, bienvenue sur le cours de Roland-Garros pour le match qui s'annonce. Au micro d'Emmanuel Kessler, c'est à toi. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nicolas. Nous allons débattre aujourd'hui. Je sais que vous êtes très nombreux à nous rejoindre. Bien sûr, c'est pour ce débat en particulier, mais vous allez voir, on va ensemble chauffer la salle, mettre des perspectives qui vont rendre encore plus aigu ce que vous entendrez après. Donc, soyez de plus en plus nombreux et ça nous met aussi la pression. L'immédiateté a-t-elle remplacé l'histoire? Bienvenue à toutes et à tous pour cette grande séquence de la REF 2026, un débat pour donner du sens à la période frénétique que nous allons vivre. Donner du sens, c'est d'ailleurs précisément la signature de la chaîne parlementaire que j'ai l'honneur de présider, dont la mission est d'être à la fois une caisse de résonance de la vie de l'Assemblée nationale et un outil au service de la vie démocratique. Je suis donc très heureux d'animer la réflexion que nous allons démarrer maintenant avec celles et ceux qui m'entourent. Information en continu, réseaux sociaux, instantanéité des réponses fournies maintenant par l'intelligence artificielle. Jamais notre espace public n'a semblé autant dominé par l'immédiateté, l'urgence. Dans ces conditions, comment redonner du temps au temps, s'inscrire dans une continuité historique, retrouver une vision de long terme? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser, question sociologique et philosophique avec Gérald Bronner et Gabriel Alperd, question politique avec Yael Braun-Pivet, question entrepreneuriale avec Alexandre Mars et bien sûr question pour les médias. Premier moment de ce débat, dans nos sociétés ultra connectées, ultra marquées par la vitesse et l'immédiateté, le nouveau mal du siècle est-il un présent d'urgence qui nous happe en permanence? Alors je vais commencer avec vous, Gérald Bronner, sociologue, professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine. Votre dernier livre, À l'assaut du réel, au PUF, a eu un retentissement considérable. Vous y développez une notion qui est celle de présent cannibale. C'est une expression qui semble coller à notre thème d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez la décrypter en quelques mots? Oui, bonsoir à toutes et tous, avec plaisir. Effectivement, c'est une image qui parle d'elle-même. Le présent cannibale, c'est le fait que notre présent a tendance à absorber à la fois nos représentations du futur et nos représentations du passé. Représentations du passé parce que nous attendons, n'est-ce pas, que ces représentations se conforment par rapport, par exemple, aux normes morales du présent. Et parce que notre représentation du futur, en quelque sorte, c'est recroquevillé. Et j'y vois plusieurs paramètres qui l'annoncent. Peut-être le plus traumatisant pour notre civilisation,
Sébastien, c'est qu'à l'occasion de l'écriture de ce livre, je me suis demandé s'il était bien vrai que la notion de progrès avait perdu son prestige. Vous savez, le progrès, c'est le mythe de représentation du temps qui était partagé de façon transpartisane, qu'on soit de gauche ou de droite. On imaginait que demain serait préférable à aujourd'hui. Alors par préférable, vous pouvez mettre tous les paramètres que vous imaginez selon votre sensibilité. Et je me suis aperçu, en utilisant des données massives, que le prestige et l'usage même du terme progrès avaient commencé en fait à s'effondrer, et dans toutes les langues où j'ai testé la chose, français, anglais, italien, espagnol, allemand, à partir des années 60, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire que lorsque l'on regarde le futur, aujourd'hui, eh bien, il y a une infime minorité de nos concitoyens qui ont envie d'y vivre. Et quand on demande à quelle période vous voudriez vivre, ils parlent plutôt du présent ou d'un passé immédiat. Les années 80, par exemple, aussi bizarre que ça puisse paraître, elles sont plébiscitées, y compris par des gens qui sont nés dans les années 2000. Et c'est ce que j'ai appelé la nostalgie, d'un jeu de mots, N-O-W, nostalgie. Et un autre paramètre, alors comment expliquer évidemment ce présentisme, parce que ce présentisme, comme disait Fontenelle, avant de chercher une explication, assurons-nous de l'existence du fait, n'est-ce pas ? Eh bien, ce présentisme, il se voit, y compris, dans la décision politique que j'observe. Tous les ministres que j'ai rencontrés, et voire président de la République, sont toujours des gens relativement, d'abord, sincères, j'ai trouvé, intelligents, et pourtant, ils semblent être incapables d'avoir une profondeur temporelle de décision. Mais ça, c'est vrai aussi pour les entreprises. J'ai un de mes thésards sur lequel je l'ai mis sur ce sujet. Analyser les plans stratégiques des entreprises, on voit que dans les 40 dernières années, en réalité, la profondeur temporelle de la décision entrepreneuriale, elle diminue de plus en plus. Et nous, en tant que citoyens, bien la même chose. Et une des variables, et je vais m'arrêter là, parce que j'ai promis de ne pas parler plus de 3-4 minutes, une des variables parmi tant d'autres, et dont on va parler, je crois, ce soir beaucoup, c'est ce que fait la dérégulation du marché de l'information à nos esprits. Nous sommes absolument écrasés par un certain nombre d'offres cognitives, de propositions informationnelles. Il n'y a jamais eu autant d'informations disponibles dans l'espace public qu'aujourd'hui. Dans toute l'histoire de l'humanité, au début des années 2000, on a produit plus d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et dans les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, on a produit 90% de l'information, de sorte que nous devenons tous, en quelque sorte, un peu des amnésiques antérogrades, et que le présent absorbe toute notre attention, et ça pose un problème, parce que la plupart des questions qui se posent à l'humanité aujourd'hui, réchauffement climatique, questions démographiques, gestion bien sûr du budget et des déséquilibres budgétaires, tout cela nécessite une profondeur analytique, temporelle d'analyse. Alors, est-ce que nous serons capables de nous rendre collectivement à la possibilité de l'intelligence collective? J'espère qu'on va avancer sur ce débat ensemble. On va le voir. Mais ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est que, oui, vous pouvez l'applaudir, Gérald Bronner, c'est que ce n'est pas vraiment nouveau, mais que ça s'est accentué avec la pression technologique. Cette pression du présent, ou ce présent cannibale. Il y avait des signes avant-coureurs, et nous vivons là la rencontre paradoxale d'un moment historique et d'une configuration ultra-contemporaine de la technologie. Gabriel Alperne, vous êtes philosophe diplômé de l'École normale supérieure, vous venez de publier « Intelligence artificielle et l'homme créa Dieu » chez Herman. On va revenir sur cette technologie justement, mais vous m'avez dit quelque chose d'intéressant en préparant cette émission qui introduit une nuance par rapport à ce que disait il y a un instant Gérald, c'est que le problème c'est pas tant l'histoire et la pression du présent que l'avenir. Vous parlez dans votre livre de la chronopathologie. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous vous situez en contrepoint par rapport à votre prédécesseur d'expression? Oui, alors bonjour à tous. Alors effectivement, ce terme chronopathologie peut sembler un peu barbare. À travers ce terme, j'entends cette idée qu'il y a une sorte de maladie de notre rapport au temps. Et c'est là justement, petite nuance par rapport à Gérald Bronner. Pour moi, en fait, le sujet, en tout cas le problème n'est pas tant le présent, le problème serait plutôt le passé, et plutôt notre rapport au passé. Parce qu'en fait, c'est comme si on utilisait aujourd'hui le passé comme grille de justification, de légitimation en fait, de nos décisions présentes et futures. Ça paraît très abstrait, je vais vous donner un exemple très concret, issu de mes archives professionnelles, puisque dans une autre vie, j'ai effectivement travaillé dans différents cabinets ministériels. J'étais plume, et donc j'ai dû écrire à peu près 2000 discours politiques. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est que la plupart de mes confrères et consoeurs homologues des autres cabinets ministériels étaient des historiens.
Et il n'est jamais anodin de prêter la plume à des historiens. Alors, j'ai rien contre les historiens, hein, nous avons besoin de l'histoire, mais le problème, c'est que finalement, pour chaque discours, pour chaque décision politique, pour chaque propos, eh bien, il fallait toujours finalement remonter jusqu'à Mathusalem pour pouvoir essayer d'expliquer comment le passé justifiait telle décision aujourd'hui ou telle décision à venir. Mais pour moi, ça n'est pas ça le rôle du passé. C'est pas le passé qui donne un sens à l'avenir, c'est l'avenir qui nous oblige. On voit bien sur les questions écologiques, si on prend une décision aujourd'hui, c'est pas en raison du passé, c'est l'avenir qui nous oblige. Et le problème, c'est qu'encore une fois, d'utiliser comme ça l'histoire, déjà c'est une manière de l'instrumentaliser, et en plus le problème, c'est que cela nous donne une mauvaise grille de lecture de l'avenir. Ça m'énerve toujours lorsque j'entends des phrases comme « Ah bah, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les années 30 » ou alors « c'est les années 50 » ou alors « c'est le 18e siècle ». Enfin bref, parce qu'en fait, on utilise les concepts du passé pour pouvoir regarder le présent et l'avenir. Et donc on regarde mal. Et surtout on risque d'appliquer de mauvaises grilles d'interprétation du présent et de l'avenir. Donc oui, effectivement, il y a une forme de ce que j'appelle donc de chronopathologie. Et pour moi, ce qui est en danger aujourd'hui, c'est pas l'histoire, c'est l'avenir. Oui, mais ça veut dire qu'il faut oublier le passé ? Non, absolument pas. Mais il s'agit de, alors tout d'abord, le remettre à sa juste place. Et deuxièmement, nous sommes entourés de prospectivistes qui nous dessinent des scénarios qu'ils vont déduire du passé et du présent. Exactement. Et donc c'est un peu l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est pas vrai. On voit bien qu'effectivement, le monde, enfin, rien n'est écrit. La carte du monde est provisoire. Les frontières peuvent s'abattre. Il y a des montagnes qui rapetissent avec le réchauffement climatique. Enfin voilà, la carte du monde est provisoire. Et l'avenir est à écrire. Et donc, c'est aussi une manière de dire, attention, l'avenir n'est pas une déduction du passé et du présent. Parce que si on pense l'avenir comme ça, bah, déjà, ça veut dire qu'on a renoncé à toute volonté, et en tout cas de volonté politique, et là, en tout cas dans le débat suivant. Et donc, à mon sens, on va passer à côté de l'avenir. Gérald Bronner, je vais donner la parole à Yael Braun-Pivet, qui est au centre de la décision politique parlementaire. Mais juste, vous vous sentez en contradiction avec ce que vient d'exprimer Gabriel ou pas vraiment ? Non, pardon pour le débat, je sais que ce serait mieux qu'on soit en opposition, mais pas vraiment. Ça me paraît marqué au coin du bon sens qu'en effet, il faut se méfier des anachronismes, mais en même temps, j'opposerai tout de même peut-être cela à Gabriel, notre cognition est profondément ancrée d'un point de vue empirique sur ce qui s'est passé avant nous pour pouvoir prévoir le futur. Il n'y a aucune prédiction du futur qui ne s'enracine pas dans le passé. Même dans votre vie de tous les jours, en fait, la chose qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on appelle la prédiction à l'identique. En fait, la plupart du temps, à propos de plein de sujets, on ne se casse pas la tête et on se dit demain va ressembler à aujourd'hui. Vous savez qu'en météorologie, ça fonctionnait très bien jusque dans les années 60, quand les modèles ont un peu évolué. On avait à peu près 70% de taux de réussite en disant qu'aujourd'hui, il va faire le même temps qu'hier, quoi. Vous voyez, donc c'est une technique qui fonctionne pas bien, mais dont il faut se méfier en lisant le grand Bertrand Russell, vous savez, un grand logicien et un philosophe anglais, qui racontait cette fable de la dinde dite inductiviste, parce qu'elle aussi, elle prédit l'avenir en se fondant sur le passé. C'est fait qu'à chaque fois que le paysan vient, il lui donne du grain et elle est contente, jusqu'à la veille de Noël. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale depuis 2022, une assemblée, on le sait, on l'a beaucoup dit, sans majorité politique. C'est pas facile dans des conditions comme celle-là de trouver un cap. Comme présidente de l'Assemblée, pour peut-être prolonger un tout petit peu ce qui vient d'être dit par Gabriel Alpern et Gérald Bronner, on vous sent néanmoins soucieuse d'avoir quelques marqueurs historiques sur lesquels vous ancrez le travail de l'Assemblée aujourd'hui. On a vu il n'y a pas très longtemps une proposition de loi adoptée sur l'abolition du Code noir. Il y a comme ça dans la politique des séquences de références historiques où on recherche de la symbolique sur la place des femmes dans la vie politique. Vous avez beaucoup insisté à travers des séances spécifiques commémorant des figures de l'Assemblée sur des rôles modèles qui peuvent inspirer des jeunes aujourd'hui. Alors, comment vous vous situez entre la chronopathologie et le présent cannibale, Yael Braun-Pivet ? Bonjour à tous, et je voudrais saluer, je vois beaucoup de parlementaires et des députés notamment ici, et je voudrais évidemment les saluer en tant que présidente de l'Assemblée nationale, et je trouve que c'est important parce que parfois on dit que les parlementaires sont très déconnectés de la vie réelle, du monde de l'entreprise, etc. Donc je trouve que c'est un très bon signe qu'ils soient aussi nombreux à chaque édition de cette REF, et je m'en réjouis particulièrement. Et ils ont dialogué hier avec les jeunes responsables du MEDEF.
Donc c'est encore mieux si ce dialogue peut exister. Beaucoup de choses. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, les hommes et les femmes politiques aujourd'hui se placent beaucoup dans l'immédiateté parce que c'est un peu ce qu'on nous demande. On a une très forte attente des citoyens d'avoir des résultats immédiats, d'avoir des réponses immédiates. Et donc on nous demande, nous, hommes et femmes politiques, d'agir vite, d'agir fort pour répondre aux attentes des citoyens. Et le thème de cette édition de la Rêve, c'est le courage. Et moi, je crois profondément que nous, hommes et femmes politiques, on doit avoir le courage de résister à cette attente d'immédiateté. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on ne vient pas de nulle part. Et c'est là où c'est important de se référer à notre histoire. Parce que notre histoire, ça n'est pas uniquement des événements qui se sont déroulés et qui pourraient nous instruire, nous inspirer. C'est aussi des valeurs qui se sont forgées. C'est une identité française qui s'est construite avec les années, avec les siècles. C'est aussi des combats qui ont été menés. Vous parliez de la place des femmes. Moi, je me réfère souvent à Jeanne de Rouen. Jeanne de Rouen, c'est une femme qui n'a jamais été élue. Elle s'est présentée aux législatives, tenez-vous bien, en 1848. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient encore moins donc le droit d'être élues. Elle a osé présenter sa candidature aux élections législatives. Elle a été obligée de la retirer quelques jours plus tard sous les quolibets des journalistes, du public, des hommes politiques qui considéraient que les femmes n'avaient rien à faire dans ce monde-là. Eh bien, je suis la descendante de Jeanne de Rouen et de ses combats, de l'audace qu'elle a menée. Je suis la descendante d'Olympe de Gouges, je suis la descendante aussi de Simone Veil, de Germaine Poinceau-Chapuis, toutes ces femmes résistantes qui sont rentrées à l'Assemblée nationale après la guerre. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas se dire, et il ne faut pas dire aux jeunes générations que les combats d'aujourd'hui viennent de nulle part, qu'on est sans cesse en train de les recommencer. Non. On s'inscrit dans cette histoire, dans cette continuité. Et je crois aussi que, par exemple, on parle des réseaux sociaux, de la décision du Conseil constitutionnel qui vient de nous dire que la loi que nous avions votée pour interdire l'usage des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans n'avait pas été bien calibrée. Et elle n'a pas été bien calibrée au regard de nos grandes libertés qui sont la conquête de siècles et de siècles de combat, la liberté d'expression, la liberté que peuvent avoir les parents par rapport à l'éducation de leurs enfants. Eh bien, ça, il faut l'entendre. Et nous, hommes et femmes politiques, il ne faut pas se dire « Allez, qu'à cela ne tienne, on va passer au-dessus de tout ça. » Et puis l'objectif immédiat qui doit être le nôtre, ça doit être cette interdiction. Et donc on va faire fi de toute notre histoire, de tout notre passé, de tous nos combats. Moi, je ne le crois pas. Moi, je pense qu'il faut, et c'est ça qu'il faut avoir du courage. Il faut avoir le courage de dire, eh bien, recommençons, reprenons notre combat, protégeons nos enfants résolument, et si nous avons mal fait, eh bien, faisons mieux demain, mais pas au prix du sacrifice de tout ce qui fait notre histoire, nos valeurs, et ce qui fait finalement la grandeur de la France. Donc un présent et un futur qui affrontent la nouveauté profonde signalée par Gabriel il y a un instant, à laquelle il faut se confronter, mais qui s'inscrit aussi dans une tradition de valeurs et de combats. On va y revenir peut-être juste un mot, parce que vous parliez d'éléments d'actualité, on reviendra tout à l'heure sur les réseaux sociaux, mais on parlait aussi de l'écologie qui est un défi nouveau. Est-ce que entre l'immédiateté, l'histoire, le long terme et le court terme, par exemple, toute la discussion qu'il y a eu sur ce qu'on appelait la loi du plomb, c'est-à-dire la crise agricole d'un côté qui demande des mesures d'urgence et l'impératif écologique qui demande de se situer sur un long terme de préservation de la planète et qui peut-être modifie notre attitude historique par rapport à la nature, comment est-ce qu'on dépasse ou pas, quand on est législateur, cette contradiction ? Eh bien, en étant capable
là aussi, d'avoir un peu de courage et d'être capable de repenser le temps long. Qu'est-ce qu'on a vu sur Duplon, mais on l'a vu sur d'autres choses, sur la gestion de l'eau, etc. On n'arrête pas de légiférer et on fait ce que moi j'appelle volontiers, et on le fait pour plein de domaines différents. Une sorte de politique de l'essuie-glace. On fait un truc, on vote une loi, et puis on en vote une autre qui fait exactement l'inverse, et puis on va revoter quelques mois, quelques années plus tard, une autre loi qui va refaire exactement l'inverse, et au lieu d'avancer, eh bien, au mieux, on fait du surplace. Bien souvent, on recule. Ce qui est sûr, c'est qu'on tourne en rond. Et ça n'est pas satisfaisant. Donc, il faut qu'on arrive à changer la façon dont on prend sur les grands enjeux de société des décisions. Ça veut dire les construire différemment, mieux concerter, avec les syndicats, avec les citoyens, avec les entreprises, avec les corps intermédiaires, avec les forces politiques aussi. Mieux concerter, mieux appréhender les choses dans la durée, et après, se dire que ce qu'on a fait, on ne va pas le défaire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Parce qu'on construit en fait un enfer dans notre pays qui fait qu'on fait du surplace. Et ça n'est pas possible parce que ça crée de l'imprévisibilité. Quand on a de l'imprévisibilité, c'est de l'instabilité. Et donc, on crée de la peur. Et en fait, on empêche ceux qui veulent agir d'agir parce qu'ils se disent finalement à quelle sauce je vais être mangé dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc retrouver d'ailleurs une des problématiques du temps long d'entreprises qui sont réunies. Mais bien sûr, et c'est ce qu'on disait pour les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce sont des enjeux de temps long. Quand on parle d'énergie, on est sur les énergies renouvelables, on est sur le nucléaire, on est nécessairement dans des décisions de temps long. Quand on parle de souveraineté militaire, on voit bien qu'il s'agit de décennies et de décennies de décisions qui ont toutes été dans la même direction. Et là, je regardais dans la voiture en venant vous voir, eh bien, c'est ce fameux commissariat au plan de l'après-guerre qui a réussi à organiser la reconstruction de notre pays en mettant tout le monde sur les mêmes rails, résolument, l'État, les acteurs, quel que soit leur niveau d'intervention, et les citoyens, avec un cap très clair et une volonté commune d'avancer dans la même direction. Eh bien, je crois que sur les questions agricoles, on doit être capable de faire la même chose. Sur les questions de l'innovation, on doit être capable de faire la même chose. Sur les questions de l'éducation, on doit être capable de faire de la même chose. Mais ça nécessite qu'on dépasse un petit peu les dogmes, qu'on dépasse l'immédiateté, le court terme, qu'on soit capable de se mettre tous, hommes et femmes politiques, quels que soient nos partis politiques, autour d'une même table pour définir des objectifs commun à la nation et se dire qu'on est capable de trouver des points de consensus et des compromis. C'est ce que j'essaye modestement de faire à l'Assemblée nationale pour que cette Assemblée nationale fonctionne. Qu'à un cas, je vous l'accorde, elle fonctionne. Maintenant, ça n'est absolument pas suffisant. Et pour se mettre en ordre de marche, il faut absolument qu'on retrouve cette vision et cette cohésion nationale. Merci Yaël Braun-Pivet. C'est déjà presque un programme pour 2027 et après, on reviendra tout à l'heure sur la présidentielle qui nous attend. Je voudrais le regard d'un chef d'entreprise, Alexandre Mars, un entrepreneur engagé, un fonds d'investissement, une fondation de l'aide pour des jeunes de quartiers difficiles pour qu'ils puissent fréquenter les meilleures écoles du monde. Oui, une vision de l'entreprise qui est une vision sociétale et inclusive. Alexandre Mars, comment vous regardez cette apparente, sinon contradiction, on vient d'en parler, du moins tension entre l'immédiat, la profondeur historique qui nous donne un élan et ce long terme qui nous confronte à des défis qu'une seule génération ne suffira pas à résoudre. Merci Emmanuel. On voit bien une injonction contradictoire pour toutes les personnes qui sont citoyennes et citoyens, c'est le cas de toute personne ici, mais aussi d'entrepreneurs ou de dirigeantes et de dirigeants. C'est notre injonction au quotidien. Est-ce que c'est le court terme ou est-ce que c'est le long terme ? Et j'aimerais poser cette question à toutes personnes qui sont dans la salle aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Je demande un peu d'effort après le déjeuner. Pour ceux qui peuvent au quotidien penser long terme. Quand notre court terme à nous, entrepreneurs, c'est de payer le salaire à la fin du mois, d'avoir l'énergie, d'avoir tout ce qu'on doit faire au quotidien. Et cette injonction-là, elle est très compliquée à vivre. Donc, est-ce que vous pouvez juste lever la main ? Ceux qui peuvent penser long terme, levez la main. Ben, on n'est pas nombreux, hein.
moi je lève la main aussi. Allez, il y a nous, la on main. va lever la main, mais Et pourtant, on dirait qu'on est à 25% à peu près de la salle, c'est pas Alexandre. beaucoup. Et C'est pourtant, un sondage, on parle beaucoup de sondages en ce moment, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est auprès d'acteurs qui sont confrontés à ces sujets. au quotidien, Emmanuel, parce qu'on entend dire des choses au quotidien, dire on peut faire différemment, mais le différent pour nous, c'est le quotidien. C'est la fin de la semaine, c'est la fin du mois. Et ce qui est intéressant dans notre monde, c'est que ce monde où la performance, elle est souvent regardée sur le court terme, quand les vrais changements, les changements importants, les changements clés, ce sont des changements long terme. Alors, si je vous pose la question de qui est Nicola Pietrangeli, qui c'est ça? Alors, je sais, ma fille va me dire, il est italien, je sais, mais à part qu'il soit italien, Nicola Pietrangeli, vous savez qui c'est? Ça vous m'en avez pas parlé avant, donc moi je la réponse, mais dans la salle... Pourquoi j'en parle? Parce qu'on est à Roland-Garros. Nicola Pietrangeli a fait 4 fois la finale sur ce central. Fin des années 60-70, italien. Plus rien après. Alors vous allez me dire, il y avait Panatta après, mais quasiment plus rien après. En 2001, quelqu'un qui s'appelle Benaghi, qui est le président de la fédération italienne, se dit une chose claire. Il a dit, on doit tout changer. On doit tout changer. Est-ce qu'il imaginait être réélu le mois d'après? Certainement pas. Il dit, faites-moi confiance, on doit tout changer. À l'époque, la Fédération internationale de tennis avait 130 000 abonnés, faisait 16 millions de revenus. 25 ans après, il a tout changé. Il a créé une chaîne, une vraie formation. Il initie le tennis dans les écoles primaires. Cette année, ils ont 1,2 million de licenciés. Ils font 250 millions de revenus. Et ils ont combien de joueurs dans les 43 meilleurs joueurs? 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, Yael, tu as raison, il faut du courage. Il faut un courage, mais aussi de l'autre côté, une attente. Que les gens disent oui, on veut ce changement. Et il n'est pas forcément toujours évident, ce changement. Si on prend dans le business, Emmanuel, parce qu'on doit parler business, prenez Taïwan. Taïwan, aujourd'hui, dans le monde du semi-conducteur, on en parlait juste avant avec Ami Labs et les amis dans la tech, qu'est-ce qui se passe? C'est essentiel, c'est cœur. En 1970, Taïwan n'a rien. En 1987, il crée une entreprise qui s'appelle TMSC, que vous connaissez tous aujourd'hui, puisque c'est le leader mondial sur les semi-conducteurs. Aujourd'hui, rien ne peut se passer sans Taïwan. Il y a 30 ans, il n'y avait rien. On prend la Silicon Valley. 1950, 1960, il n'y a rien à la Silicon Valley. Ils créent, ils décident quelque chose. Apple n'arrive qu'en 1976. Aujourd'hui, c'est le centre d'un secteur d'activité. Pas tous, mais d'un secteur d'activité. C'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde où notre quotidien, nous dirigeants, nous entrepreneurs, nous devons faire notre possible, notre maximum. Et à côté de ça, ce que nous devons attendre, certainement des gens qui dirigent ce pays, l'État, de nous aider certainement à voir un peu plus loin que la semaine ou le mois. Et c'est cette injonction-là qui fait que ce pays, qui est exceptionnel, continuera à être exceptionnel. Parce que tu l'as très bien dit, l'histoire, c'est tout. L'histoire, c'est notre légitimité. L'histoire, c'est qui nous sommes. Mais si notre capacité d'innover n'est plus là, c'est notre avenir qui est détruit. Mais Gérald Bronner, on est dans un monde d'innovation permanente. De ce point de vue, on n'est pas écrasé par le présent. Alors, l'innovation est en même temps sous le coup de nos représentations du risque. Ce qui est en train de se produire à propos de plein de sujets. Voyons ce qui s'est passé sur les OGM, par exemple, et sur la question de l'innocuité des OGM pour la santé. Les OGM ont disparu de l'espace public alors que la France était un des pays qui était en pointe mondiale sur ces questions. Et la raison, une des raisons, en est que, je dirais, c'est la rencontre entre notre cerveau ancestral et les caractéristiques du marché de l'information. Parce que, par exemple, notre cerveau a tendance à multiplier par 10 ou 15 intuitivement les très faibles probabilités. Il est donc évident que n'importe quelle innovation technologique, songeons au vaccin par exemple, représente un risque. Vous pouvez mourir d'être vacciné. Mais évidemment, incomparablement, il y a beaucoup plus d'avantages que de coûts pour la santé publique. Et ça, ce n'est pas une question discutable. La Terre n'est pas plate. Et bien pourtant, dans les configurations dans lesquelles nous sommes du marché de l'information,
c'est discutable, et pourquoi pas, c'est une expression de la liberté d'expression, mais le plus étrange, c'est qu'on ne parvient plus à distinguer le vrai du faux sur ces questions. Et il y a plein d'innovations technologiques pour lesquelles, qui sont saisies par un certain nombre de peurs irrationnelles qui se trouvent être très compétitives sur le marché des idées parce qu'elles s'enracinent sur le fonctionnement de notre cognition très profonde, et que, comme le marché de l'information est très très dérégulé, une offre d'information pour survivre doit aller chercher sa demande en quelque sorte. Et donc ce qui est en train d'être dévoilé sur le marché, c'est les demandes les plus immédiates de notre cerveau, pour le meilleur et pour le pire, et pas forcément pour le meilleur quand il s'agit de perception du risque. Voilà. Et donc, la démarche que prône Alexandre Mars n'est pas forcément généralisable à toute une société. En tout cas, il y a des freins aussi. Sybille Veil, c'est très important de vous avoir aujourd'hui avec nous. Vous êtes présidente de Radio France depuis 2018. Radio France, je rappelle, c'est quand même le premier groupe radiophonique français. 3 Français sur 4 qui, chaque mois, sont au contact de vos contenus, parce qu'il faut parler, bien sûr, du hertzien maintenant avec plusieurs modes de diffusion, mais aussi du numérique et de la force que vous avez acquis dans ce domaine. Média, c'est la nature même de Radio France, mais face à l'immédiateté, est-ce que cette immédiateté qui nous envahit, celle des réseaux sociaux, qui sont aussi des vecteurs pour des contenus comme les vôtres, est-ce qu'elle est un adversaire ou est-ce qu'elle est une donnée avec laquelle il faut vivre aujourd'hui quand on est un groupe de médias et qu'on a cette confiance des Français qui est celle dont bénéficie, mais je sais qu'il doit la garder tous les jours et que c'est un effort, le service public? Merci Emmanuel. Moi, je voudrais commencer par une histoire que vous connaissez tous. C'était il y a 1 an, en octobre dernier, 4 hommes rentrent au Louvre, dérobent des bijoux de la couronne et repartent en 7 minutes. Il a fallu moins que 7 minutes pour que quasiment toutes les rédactions nationales de France couvrent l'événement. On a beaucoup parlé de la vitesse de ce qui s'était passé au Louvre. On ne parle plus de la vitesse à laquelle les médias aujourd'hui répercutent l'information, parce que c'est devenu un acquis, c'est devenu une évidence, parce que la concurrence aujourd'hui entre les médias, elle se joue justement sur cette immédiateté. Et c'est ça qui est en train de transformer très profondément l'univers des médias. Je vais vous donner un autre chiffre, 47 secondes. 47 secondes, c'est le temps que l'on consacre aujourd'hui à un contenu sur un écran. Il y a une quinzaine d'années, c'était 2 minutes et demie. Moi, j'ai envie de demander, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut penser en 47 secondes? Et pour moi, ces 2 chiffres illustrent très bien les dérives qu'on vit aujourd'hui. La première, c'est qu'on veut tout de suite. Et la deuxième, c'est que, compte tenu de l'abondance des contenus, la dérégulation, l'abondance des contenus, on zappe d'un contenu à un autre, on ne s'attarde plus, au risque de ne plus rentrer dans la complexité, de ne plus rentrer dans la nuance. Le symbole de ça, ça a été l'apparition des tweets qui résument en quelques mots une pensée, qui réagissent à chaud. Et derrière, quel est le phénomène? C'est en fait qu'il y a un absent dans l'immédiateté. Parce que quand on va jusqu'au bout, c'est le fait de ne plus avoir de médias qui donnent l'information, mais qu'elle soit brute, immédiate sur les réseaux. Je vais vous donner un exemple, c'est au moment des Gilets jaunes. Vous avez parlé de 2018, moi ça m'a frappé. Les Gilets jaunes, on a commencé à voir des vidéos sur les réseaux de violence qui avaient un effet d'attraction, de séduction, qui ont peut-être donné envie d'ailleurs à certains de venir sur les Champs-Élysées, eux aussi, participer à ce mouvement. Quand vous écoutiez, quand vous lisiez cette actualité, que ce soit dans la presse, quand vous l'écoutiez sur nos radios, on essayait de s'interroger sur les causes, sur les acteurs, sur les ramifications du mouvement, on n'a pas du tout le même effet sur celui qui est au contact de ce contenu. Donc oui, il y a un poids de l'immédiateté qui fait que on accorde moins de temps à la vérification, on accorde moins de temps à la vérité, que ce qui donne de la valeur, c'est l'immédiat, et dans l'immédiat, ce qui prime, c'est l'émotion. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Il y a un économiste que j'aime beaucoup, Yann Algan, qui a fait plusieurs études sur ce sujet, qui avait écrit « La France sauve au tweet ». Il explique très bien que l'émotion est devenue aujourd'hui un fait social majeur. Quand on regarde les crises
des 10 dernières années, souvent elles sont moins dictées par un conflit socio-économique que par en fait des sujets émotionnels. Parce que sur les réseaux sociaux, l'émotion circule, c'est elle qui fait que les contenus sont viralisés. Et malheureusement, l'émotion qui circule le plus facilement, qui fait qu'on va cliquer, c'est souvent la colère. C'est elle qui est la plus forte et la plus présente sur les réseaux. Et évidemment, pour un responsable politique, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à former un consensus quand en fait on est obligé de réagir en urgence sous le coup de l'émotion. Et on voit que ces dernières années, on est arrivé à une désynchronisation très forte du temps de la communication qui, dans l'immédiateté, et du temps politique, qui est un temps qui a besoin de forger un consensus, de débattre, d'accompagner. Et je pense que dans cette élection présidentielle, c'est important de reconnecter ces temps-là. Et un acteur comme le service public, c'est ça notre rôle. C'est-à-dire que nous, on traite l'événement, on traite l'actualité, on monte le direct. Et le direct, c'est magnifique. Les grands matchs ici à Roland-Garros, la Coupe du Monde de football, on aime l'événement. C'est ça qui réunit les gens. Mais au-delà de l'actualité, il faut aussi prendre du recul. Et ça, c'est le rôle qu'on se donne sur nos antennes. On archive il y a un marché pour ce recul. On sait qu'il y a un marché de l'immédiateté, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a un marché aussi pour le recul ? Il y a plus qu'un marché pour le recul. On a une antenne France Culture qui est l'antenne qui donne de la perspective à l'actualité, qui la ralentit, qui ralentit le temps. On a doublé le nombre d'auditeurs en quelques années. C'est-à-dire que les gens, justement, se trouvent harassés, pressés par ce temps qui se compresse et viennent rechercher du temps, de l'explication. C'est pour ça que je crois, comme Yann Braun-Pivet, qu'on s'inscrit dans une histoire et que pour faire nation, on a besoin de retrouver ce sens commun, cette histoire, ce qui nous a rassemblés. Et c'est ça qui explique aussi le succès qu'on voit dans beaucoup de médias et beaucoup chez nous, des émissions d'histoire. Oui. Que ce soit, on peut être à la fois le média du breaking news et le média de Philippe Collin. Et Philippe Collin a eu des succès d'audience sur des podcasts sur l'histoire du XXe siècle, Léon Blum, sur le maréchal Pétain, sur l'affaire Dreyfus. On voit le succès parce qu'il y a une vraie attente de s'inscrire dans une nation qui a connu des choses. On n'explique pas tout par le passé, et souvent il y a des querelles sur le passé, mais au moins on sait ce qui nous a unis, et ça nous donne quand même une union et une unité. Et dans une période comme celle de l'élection présidentielle ou d'une élection où il y a beaucoup de divisions, c'est important aussi de rappeler ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Alors, vous semblez nous dire qu'il faut tenir à la fois cette pression de l'immédiateté et cette capacité de recul et de crédibilité. Il y a un élément qui a surgi dans le monde d'aujourd'hui et dont on a parlé tout au long de ce rassemblement des entreprises de France, qui est l'intelligence artificielle, qui met tout à plat. Toute l'histoire devient en quelque sorte une sorte de réponse à un moteur d'intelligence artificielle. Comment est-ce que cela vient percuter la capacité qu'on a de reprendre de la distance, Gabrielle Alperne ? Oui, alors c'est en ce sens que moi l'intelligence artificielle m'intéresse beaucoup en tant que philosophe, parce que justement elle nous permet de nous poser des questions qu'on n'aurait jamais dû cesser de se poser. Et là, en l'occurrence, sur la question du temps, l'intelligence artificielle peut-être nous fait prendre conscience du fait que le temps, c'est un pari, c'est un choix. Et pour illustrer ce point, j'aimerais vous rapporter une conversation que j'ai eue à l'occasion d'un travail de recherche que je menais sur ce que l'on appelle le milieu protégé, donc où travaillent des personnes en situation de handicap. Et donc une conversation que j'ai eue avec une ouvrière en situation de handicap mental qui me dit « Bah oui, je suis lente ». Bah oui, je suis lente, je suis lente. Sauf que j'aime beaucoup mon travail. On m'a jamais appris à bâcler mon travail. Et donc, à la fin de la journée, on n'a pas besoin de reprendre ce que j'ai fait puisque mon travail est bien fait. Et elle me dit, j'ai envie d'avoir un droit à la lenteur. Bon. Alors, le droit à la lenteur, ça peut faire sourire. On peut se dire, oui, d'accord, c'est bien gentil, mais bon, impératif économique, productivité, c'est pas possible, un droit à la lenteur. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, finalement, mais pourquoi est-ce que dans certains cas, on refuse d'accorder du temps, tout simplement permettre à une personne de bien faire son travail. Et pourquoi est-ce que dans d'autres cas, on est prêt à perdre un temps fou en réunionnité aiguë qui ne servent à rien, en visioconférence où tout le monde est connecté et tout le monde fait autre chose,
en procédures administratives complètement absurdes, et pourquoi ici on refuse du temps, et pourquoi là on le gaspille aussi bêtement. Et en fait finalement, la vraie conclusion de tout ça, c'est que c'est ce à quoi on décide d'accorder du temps qui révèle ce à quoi on décide d'accorder de la valeur. Et c'est vrai à l'échelle personnelle et professionnelle, hein, et c'est aussi vrai à l'échelle individuelle et collective. À quoi est-ce qu'une entreprise décide d'accorder du temps ou non ? À quoi est-ce qu'une société décide d'accorder du temps ou non ? À quoi le temps parlementaire, par exemple ? À quoi est-ce que justement, voilà, le législateur décide d'accorder du temps ou non ? Et c'est là où justement on peut se dire le droit à la lenteur, bon, c'est un peu anecdotique. Non. En fait, finalement, cette ouvrière en situation de handicap mental était très visionnaire parce que c'est justement la question qui nous est posée par l'intelligence artificielle, hein, puisqu'on nous dit qu'elle va nous faire gagner du temps. Alors justement, est-ce que, il n'est pas temps de rebattre nos choix d'allocation de nos ressources temporelles et se dire effectivement à quoi est-ce que l'on va décider demain d'accorder du temps ou non. Alexandre, je vous vois réagir à Oui, bien de sûr. dire Gabriel. Et tu as tellement raison, mais le point, c'est qu'on va pas nous c'est le choix, en fait. C'est ça que tu dis, et elle l'a très bien exprimé avec sa façon de voir le monde. Mais en fait, le monde dans lequel nous vivons, alors il y a 25 ans, on nous parlait du web qui arrivait, qui avait déjà fait un impact considérable. Mais c'est vrai que le monde entier va évoluer. C'est quand même important de bien le comprendre. L'intelligence artificielle doit inquiéter. Parce que toute notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de travailler, notre manière de confronter des idées, notre manière d'éduquer, va évoluer. Et c'est là où, de nouveau, ce qu'on a vu ce matin, hier aux États-Unis, dans cette décision, plutôt cet accord entre certains États américains et Meta, est fort, c'est qu'il faut le rappeler, hein, donc Meta a signé un accord avec les tribunaux américains où il était poursuivi pour encadrer l'utilisation de ces réseaux chez les jeunes de moins de 18 ans. Je crois que c'est 15 ou 17 milliards, c'est ça ? C'est 16 milliards en effet. Alors qu'ils risquaient 200 milliards de condamnations. Et historiquement, Meta a toujours dit qu'il n'y était pour rien et que ces contenus n'étaient absolument pas discutables pour... D'ailleurs, ils disent pour les jeunes mineurs, mais oui. Si pour nous toutes et nous tous, ça a une influence considérable. De nouveau, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas de l'influence, mais toute grande nation, et la France est une grande nation, ne peut pas continuellement vivre en train de confronter entre le passé et le futur. Le futur, il est là. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. De demain, ça s'appellera autre chose peut-être. Notre capacité, c'est de répondre, c'est de rebondir, c'est de savoir qu'on doit évoluer. Cette évolution, elle est nécessaire. Il n'y a pas d'autre choix. Est-ce que c'est les parlementaires qui doivent s'engager ? Certainement. Et aux États-Unis, pour votre information, point essentiel, Meta, qui avait toujours dit qu'il n'y avait aucun problème, a préféré faire un chèque de 16 milliards. Et les solutions sont intéressantes. Et imaginez pour nos enfants à nous. Toute personne de moins de 18 ans ne peut plus utiliser son téléphone et tout d'un coup, plus personne parle. Écoutez pour vos jeunes de moins de 18 ans. Ouais. Aux États-Unis, du moment que vous avez moins de 18 ans, ils n'auront plus à aller sur les services Meta entre minuit et 7 heures du matin. Deuxième point important, il n'y aura pas plus de 2 heures par jour cumulées entre les services d'Instagram et les services de Facebook. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des solutions. De quelle manière elles seront implémentées. Donc ça, vous trouvez ça positif, ce qui vient de se passer ? Mais c'est essentiel. Pour maîtriser ces univers. On doit, et pourtant... Et auprès des jeunes en particulier. Certainement, ici, il y a certainement un certain nombre de personnes qui sont plutôt d'obédience libérale. Il n'est pas possible que dans un monde ultra-libéral dans lequel nous soyons, nous ne pensions pas à la gouvernance que nous voulons de notre pays et dans notre monde. Et l'État est là pour ça. Tu parlais tout à l'heure de cette loi de parité. Si Copé-Zimmermann n'avait pas décidé, en tout cas n'avait pas été élu, n'avait pas voté en 2011, aujourd'hui, il n'y aurait pas combien ? 46% de femmes qui sont dans les conseils d'administration. Et c'est Eric Saint, oui, bien sûr, vous pouvez applaudir les Copé-Zimmermann, les Eric Saint de ce monde, qui ont dû faire changer les choses. Donc la régulation est nécessaire. Oui, la régulation, elle s'est faite par le droit et par la négociation entre un tribunal et une grande entreprise de taille mondiale aux États-Unis. Juste, Yael Braun-Pivet, parce que vous faisiez allusion tout à l'heure à la question des réseaux sociaux pour les jeunes et au fait que la loi avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Comment vous regardez ? Est-ce que là, aux États-Unis, on a un processus judiciaire qui aboutit à une forme de régulation par le deal, comme dirait Donald Trump. Comment est-ce qu'en France, on peut
aboutir à réguler un bon usage de l'intelligence artificielle sans la freiner, un usage des réseaux sociaux chez les jeunes sans les interdire. Mais c'est très intéressant. Déjà, on voit que finalement, toutes les nations, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit l'Australie, que ce soit l'Europe, on a compris quel était le danger pour nos jeunes de l'accès illimité aux réseaux sociaux, mais plus largement aux outils informatiques, tablettes, etc. Et donc, il y a plusieurs modalités de régulation. Donc, on voit bien qu'on va déjà tous dans la même direction, que la période open bar, utilisation illimitée de tous les contenus, on en voit tous aujourd'hui l'effet néfaste sur nos jeunes, sur la formation de leur conscience, sur la formation de leur intelligence, de la capacité à apprendre, à voir le monde. On peut même parler de leur formation de l'empathie. On entend de plus en plus que les jeunes, en fait, ont de moins en moins d'empathie parce qu'ils sont sur les réseaux, et donc il y a une distance qui existe dans la formation de leurs idées, de leurs convictions, et donc il faut réguler. C'est pour ça que moi je vous disais, moi j'étais très favorable à l'interdiction jusqu'à 15 ans. Ça marche pas. Eh bien, voyons comment ça peut marcher. Si c'est la régulation, tant de temps maximum par jour, interdiction. Je trouve que c'est très intéressant, l'interdiction de minuit à 7h du matin. Je suis maman, je vois que les gamins, ils scrollent indéfiniment jusqu'à 1h, 2h, 3h. Ça pèse sur leur qualité de sommeil, et donc ça pèse ensuite sur leur capacité à apprendre le lendemain. Donc oui, indéniablement, il faut qu'on régule. Indéniablement, il faut qu'on contrôle et qu'on maîtrise ces outils. Et bien, justement, ça, par exemple, je vous parlais de notre capacité à nous mettre ensemble pour trouver la bonne solution. Je pense que c'est typiquement le bon sujet, qui n'est pas dogmatique, qui n'est pas politique, ou qui est politique dans le bon sens du terme. Ça concerne la nation, ça concerne les enfants de notre pays. On doit être capable de se mettre d'accord sur une solution qui sera conforme à nos valeurs, et donc qui siéra au Conseil constitutionnel et qui protégera nos enfants. Je pense que typiquement là-dessus, il ne faut pas en faire un sujet de clivage politique, mais il faut en faire un sujet. Et c'est urgent, c'est maintenant qu'on doit se mettre d'accord, c'est dans le mois qui vient, c'est pas dans l'année, c'est pas dans les 10 ans qui viennent. C'est maintenant que nos gamins sont en souffrance, et c'est maintenant que ça fait du dégât. Donc mettons-nous autour de la table et trouvons la bonne méthode pour les protéger. Juste un petit point par rapport à ce que disait il y a un instant Sybille Veil sur la force de l'immédiateté à travers les contenus d'ordre émotionnel. Je me souviens qu'il y avait eu aussi une étude il y a un an et demi sur le fait qu'à l'Assemblée nationale, le langage de l'émotionnel, l'émotion verbale exprimée parfois avec une certaine forme de violence verbale, était de plus en plus dense dans l'expression des députés. Comment vous voyez cette espèce d'influence qui crée aussi de la visibilité pour les contenus que les parlementaires postent sur leurs propres réseaux sociaux, voilà. Au détriment d'un débat plus serein et plus constructif, voilà, qui existe aussi. Qui existe aussi. Après, l'émotionnel n'est pas forcément antinomique avec un débat serein et constructif. Moi, j'ai beaucoup présidé les débats sur le texte sur la fin de vie. Beaucoup de parlementaires ont fait part de leur parcours personnel, de leur vécu, de ce qu'ils peuvent ressentir face à ce défi. Et je trouve ça formidable aussi de pouvoir nourrir un débat avec de l'émotion. On est des hommes et des femmes, on a des parcours, on a des vies, et donc qu'il y ait de l'émotion dans le débat politique, je trouve ça très sain. Après, ça ne doit pas être notre boussole, on ne doit pas décider en fonction de ces émotions, mais ces émotions, il faut qu'elles soient là. Nous légiférons, nous travaillons pour des gens, et donc des gens, c'est des hommes et des femmes qui eux aussi ont des vécus. Donc il ne faut pas non plus chercher à simplement être dans l'intellectuel, le rationnel, les arguments très cartésiens. Je crois que l'émotion a vraiment sa place dans le débat politique. Après, il faut réussir à la maîtriser, et il ne faut pas, justement, en tant qu'homme ou femme politique, se laisser déborder par ces émotions et finalement faire que ça n'est que cette colère qui guide nos opinions politiques. Ça, le vocabulaire de la colère. Voilà, le vocabulaire de la colère qu'on entend beaucoup dans l'hémicycle, mais parce qu'aussi, il ne faut pas le nier, on a des sociétés, et c'est là aussi où l'histoire nous rappelle. Parce que moi, j'entends beaucoup de gens qui viennent me dire:
Les débats sont terribles à l'Assemblée nationale, l'ambiance dans l'hémicycle, c'est épouvantable, les députés savent pas se tenir, etc. Mais regardez le passé. Regardez les tableaux de représentation de l'Assemblée nationale au 19e siècle et au 20e siècle. Vous avez le perchoir qui est assiégé par des parlementaires. Vous aviez des parlementaires qui faisaient des duels. Moi, j'ai des épées à l'Assemblée nationale. On a des dictionnaires, on pourrait remplir, alors peut-être pas le cours central, mais de comptes rendus de débats où les parlementaires s'invectivaient, s'insultaient, étaient agressifs les uns envers les autres. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de résonance parce qu'il y a des réseaux sociaux, parce qu'il y a des chaînes d'infos, etc. Mais des débats agités, c'est le propre aussi, tenez-vous bien, d'une démocratie. Gérald Bronner, et puis on va venir à la partie un peu prospective et conclusive liée à 2027, mais ça fait peut-être la transition. Dans le panel qui s'exprime, je sens quand même de l'espoir dans la capacité, au-delà de la charge de l'immédiat avec ce qu'il peut charrier de surinvestissement émotionnel, d'une vision court-termisme, parfois de fake news, capacité de tenir un discours qui redonne du sens, qui redonne de la perspective. Et vous semblez plus sceptique parce que vous dites que notre fabrication cognitive est faite quand même pour être imprimée par tout ce qu'on nous nourrit aujourd'hui, ce dont on nous nourrit d'immédiateté. Moi, j'ai un biais, je suis de nature optimiste. Mais j'essaie de penser contre moi-même face aux faits. C'est quand même ce qui m'intéresse. Comme il a été dit tout à l'heure, toute action crée une réaction, par Sibylle Veil notamment, et la saturation du marché de l'information, l'immédiateté, elle crée aussi, on l'a tous expérimenté, un besoin de ralentissement, un besoin de format long, et tout ça est vrai. Ce que je me demande simplement, c'est si dans le bras de fer qui s'engage entre ces deux aspirations, le rapport de force est bien le même. Et je constate avec des données massives que ce n'est pas le cas. Il est vrai, vous avez raison, Madame la Présidente, qu'il y a eu des duels et qu'il y a eu beaucoup de conflictualité par le passé à l'Assemblée nationale, mais toutes les études montrent qu'on est dans des situations de polarisation de l'espace public qui sont quand même beaucoup plus fortes que depuis qu'on les mesure. Après, effectivement, il y a des périodes où on ne les mesurait pas. Et qu'est-ce que ça provoque, la polarisation? Et c'est ça qui devrait nous préoccuper. C'est qu'on a des citoyens, nous tous d'ailleurs, nous sommes enjoints à vivre un peu de cette façon, qui vivent dans la même société, mais plus tout à fait dans le même monde. Être polarisé, c'est avoir un point de vue radicalement différent, non pas sur l'interprétation des faits, mais sur les faits. Et si nous n'avons pas un socle commun, d'accord sur les faits, après, sur l'interprétation des faits, on a le droit de se disputer, et vous avez parfaitement raison, c'est ça la démocratie. Mais ce qui est en train de nous arriver est beaucoup plus grave. Et je dirais que l'intelligence artificielle, qui a bien des qualités, bien des vertus, c'est un outil fascinant. Vous avez compris que je ne suis pas technophobe, hein, oui. Mais il se trouve que l'intelligence artificielle a des faces aussi qui devraient nous inquiéter. Et en particulier parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des informations qui sont produites sur ce que j'appelle le marché cognitif, elles sont produites par des agents artificiels et non plus par les agents naturels que nous sommes. Ce qui veut dire que sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, un peu partout, il y a des bots qui participent au débat, qui peuvent être activés parfois par des ingérences étrangères, comme vous le savez. Mais ces intelligences artificielles, elles produisent du texte, elles produisent des images qui aujourd'hui sont presque indiscernables du réel, et elles produisent même des vidéos qui deviennent de plus en plus indiscernables. Donc ce qui nous menace, en fait, c'est de ne plus être tout à fait capable de trier le réel de l'artificiel sur le marché de l'information, et ce qui arrive d'ores et déjà maintenant, parce qu'il n'y a plus aucune campagne électorale qui est épargnée par ce dont je suis en train de parler. Ce qui nous menace, c'est ce que j'ai proposé d'appeler le scepticisme opportuniste, c'est-à-dire je doute quand ça m'arrange. Quand une information ne va pas dans le sens de mon désir, eh bien je vais dire non, c'est sans doute pas vrai. Par contre, quand elle s'emboîte assez bien avec les représentations que j'ai, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, ben je vais avoir envie de croire que c'est vrai. Mais si nous ne sommes plus capables de distinguer le bon grain de livret, c'est-à-dire de nous mettre en accord sur un socle commun, il n'y a plus aucune question collective qui peut convoquer notre intelligence commune. Et c'est ça quand même aussi la démocratie. Alors ça, c'est un énorme enjeu, une énorme responsabilité pour les médias. Oui, vous pouvez l'applaudir. Sibylle Veil, comment vous réagissez à ce que vient de dire Alors, je trouve que c'est un point essentiel. On va vivre la première présidentielle à l'ère de l'IA.
Donc ça veut dire que la question de l'IA, c'est une question pour le long terme. Quelles propositions sont faites par les responsables et par ceux qui vont être candidats? Mais c'est aussi comment l'IA va influencer cette élection présidentielle. On a vu que pour l'élection municipale, il y a quelques mois, 15% des Français ont interrogé un moteur d'IA dans le cadre de l'élection. Et sans doute qu'ils seront le double pendant l'élection présidentielle. Peut-être qu'ils vont comparer les programmes, peut-être qu'ils vont aussi demander à l'assistant d'IA qu'est-ce qui est mieux pour ma situation. Mais ça change fondamentalement la manière dont l'opinion va se structurer. On a connu les réseaux sociaux qui ont polarisé, puisque c'est ce qui suscite le plus d'émotions, qui est le plus viral, et donc ça polarise beaucoup les opinions. Mais à l'ère de l'IA, on va connaître aussi sans doute une évolution qui va être majeure et qu'on va commencer à découvrir. L'une des premières, c'est ce qu'a dit Gérald Bronner à l'instant, c'est que ce qui est de la fabrication des contenus faux va être démultiplié. Ça ne coûte plus rien à l'ère de l'IA de faire une fausse vidéo, de faire un faux son, de faire un faux article de journal. Et il y en a de plus en plus. Et quand vous l'avez tous expérimenté depuis la fin juillet, quand vous faites une recherche sur Google, vous avez une IA qui vous répond. Est-ce que vous continuez à cliquer sur les liens en dessous? C'est une vraie question. Est-ce que vous continuez à cliquer sur les liens? Allez, levez la main, ceux qui continuent à cliquer sur les liens. Bravo pour ceux qui continuent à cliquer sur les liens. Tout à l'heure. Parce que sinon, ça veut dire que vous vous en remettez à un robot sans aller chercher la source. Quand vous allez chercher une information et que vous en remettez à un résumé, c'est un résumé statistique. Vous n'avez pas l'assurance d'avoir quelque chose qui soit totalement fiable. Et c'est ça l'enjeu qu'on va avoir devant nous. Comment on réconcilie le confort d'avoir une solution comme ça immédiate et le fait de continuer à chercher la vérité. C'est ça. Et là, il y a la responsabilité de ce qu'on appelle les médias. Et la responsabilité des médias, évidemment, pour moi, l'époque dans laquelle on rentre fait que l'or noir, le pétrole de demain, ça va être la confiance. Il faut des acteurs de confiance vers lesquels on continue de se tourner. Ça va être tellement facile d'avoir des réponses très rapides des différents moteurs de recherche. Il faut qu'il y ait des acteurs de confiance. Et la confiance, elle se crée dans la durée. Et c'est à ça que des médias historiques permettent de répondre. Ce sont des médias de masse qui s'adresse au plus grand nombre, à tous. Donc, ce n'est pas une réponse qui est une réponse pour une personne, qui est personnalisée. Donc, on partage un réel qui est le même, et ça, c'est très important. Et en plus, il y a une relation de confiance qui se joue sur le fait qu'on sait qui est derrière. On entend au micro la voix de la personne. On voit la personne qui vous parle. Vous la connaissez. Cette relation de confiance, dans un monde où il y aura de plus en plus de faux, elle est indispensable. Et c'est là que le rôle des médias, il va être essentiel. Et moi, si j'ai une demande à faire, c'est que les médias, c'est pas un musée pour le passé, c'est un investissement stratégique pour l'avenir. Des médias de confiance, des médias qui permettent de garantir qu'un débat démocratique se tienne dans des bonnes conditions, qu'on forge son opinion dans la durée avec des vrais arguments, avec des éléments qui sont vérifiés. Ça permet aussi que le pays puisse fonctionner correctement. Et c'est ça pour moi l'un des enjeux aussi du débat qu'il faut avoir dans les prochains mois. Merci Sybille Veil, présidente de Radio France. Alexandre Mars, confiance, courage, c'est aussi le mot d'ordre de ces... En un mot, ce serait quoi le courage pour les candidats à la présidentielle qu'on va entendre par rapport à ces problématiques de fond qui vont au-delà de telle ou telle mesure que l'on vient de balayer pendant 1 heure environ, et puis je donnerai la parole à Yael Braun-Pivet. Je pense, Sybille a parlé de confiance. Moi, j'ai envie d'avoir confiance dans ces candidats. La première chose que j'attends d'eux, c'est qu'ils soient certainement plus humbles. Qu'est-ce que ça veut dire être humble, Emmanuel? C'est dire qu'ils ne savent pas. Dans le monde de l'IA, c'est ça qui est génial avec l'IA, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et tous les jours, on apprend quelque chose. Gabriel, tu disais tout à l'heure qu'il y a des choses... Gérald, tu disais des choses intéressantes aussi sur comment on apprend avec l'IA. Moi, ce que j'attends, c'est simple, c'est qu'ils puissent nous dire, la seule chose que moi, je ne sais vraiment pas, c'est Socrate. C'est en fait, je ne sais rien. Donc moi, j'attends qu'ils nous disent, demain, je vais apprendre. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on voit dans plein d'autres pays des choses qui fonctionnent. Et c'est ça qui est génial. C'est que dans tout ce qu'on vient de dire là, on vient d'en parler tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Pourquoi pas l'implémenter? Pourquoi, en fait, on ne voit pas mieux ce qui se passe à côté? Pourquoi on est toujours en train de penser que ça va être notre programme, ça va être nous qui allons avoir la meilleure idée? Il y a tellement de choses incroyables qui sont faites ailleurs ou ici. Prenons ces meilleures choses et implémentons-les. Être sage, c'est ça que j'attends.
savoir se nourrir de l'expérience de ce qui se passe ailleurs et vous-même vous voyagez dans le monde entier. Gabrielle Alpern, un mot très bref sur, par rapport à tous ces enjeux que vous venez de mentionner devant nous, ce que vous pouvez attendre de cette campagne et des candidats qui seront là dans quelques minutes sur ce plateau. Oui, effectivement, ne pas mutiler l'histoire. C'est trop facile de prendre l'une des facettes de la France, de la glorifier et finalement de laisser toutes les autres. Il n'y a pas d'un côté la France éternelle et de l'autre, on l'appelle la Nouvelle France. Ouais. Voilà, exactement, parce que c'est trop facile de laisser d'autres facettes de la France dans ces angles morts. Il y a les deux. Et, voilà, et en fait, finalement, assumer toute l'histoire de la France, et c'est justement parce qu'on est en mesure de tout assumer que là on pourra retrouver foi dans l'avenir. Et donc je vous rappelle ce verset magnifique d'un psaume de David qui dit réveillez-vous ma harpe et mon luth, je veux réveiller l'aurore. Pour moi, le rôle d'un président de la République, c'est avoir le courage de réveiller l'aurore. C'est joli. Merci. Gabrielle Alpern, pour l'applaudir. Yael Braun-Pivet, il vous revient la responsabilité de conclure peut-être cette rencontre en se projetant sur ce débat politique dont vous êtes une actrice au centre, je dirais, de ce jeu parlementaire qui va continuer avec un budget à voter, qui va être pris entre l'immédiat et des considérations politiciennes, mais des enjeux aussi structurels pour notre pays, et ce qui serait le courage pour des candidats à la présidentielle. Bien déjà, effectivement, et vous le rappelez, on a un débat budgétaire. La France a besoin d'un budget. On a besoin de s'inscrire durablement dans une trajectoire de redressement de nos finances publiques. Et donc j'attends déjà des candidats qu'ils ne gâchent pas ce débat budgétaire et qu'ils ne l'instrumentalisent pas à l'aune de la campagne présidentielle, privant ainsi la France de nécessaires budgets et donc vous privant d'un peu de stabilité. Donc autrement dit, pas de censure. Vous ne souhaitez pas de censure. Non, mais je veux surtout un budget. Moi, je ne parle pas de censure. On a besoin d'un budget, tout le monde le sait, et d'un budget raisonnable qui puisse nous permettre de continuer à avancer. Et ça, c'est du court terme. Ça, c'est l'immédiat, le budget. Après, moi, j'attends des hommes et des femmes politiques qui vont se lancer dans la campagne présidentielle pour revenir sur le thème du courage, qu'ils aient le courage justement d'assumer des positions qui parfois ne sont pas populaires, mais ce courage, on en a besoin pour le bien commun et pour assurer l'avenir de notre pays. Donc qu'ils aient voilà, le courage de la lucidité et le courage de proposer des choses réalistes, réalisables et surtout qui permettent à notre pays d'affronter les défis immenses qui sont devant nous. Merci beaucoup. Merci Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Merci à tous les 5 d'être venus sur ce plateau pour poser, je pense, au bon niveau les enjeux qui seront débattus de façon différente dans quelques minutes. C'est à vous. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, applaudissez Emmanuel Kessler, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de la REF.